Bonjour à tous, je suis sûr que cette vidéo va sûrement déclencher quelques guerres de flammes quelque part, car le sujet est controversé pour le moins dans au moins quelques cercles sur Internet. Maintenant, quel est le sujet, demandez-vous? Eh bien, pour ceux d'entre vous qui ont réussi à atteindre ce point sans remarquer le titre de la vidéo, le sujet est les mérites de l'approche dite du porte-avions blindé britannique par rapport au porte-avions non blindé américain de la Seconde Guerre mondiale. Commençons par souligner que qualifier un côté de blindé et l'autre de non blindé est une simplification excessive. Les porte-avions des deux nations étaient blindés le long de la coque. La principale différence autour de laquelle le débat tourne généralement est le pont d'envol sur les porte-avions britanniques qui sont impliqués dans ce débat, du moins le pont d'envol, qui est le pont supérieur de pleine longueur, et celui d'où tous les avions décollent, était également un pont blindé. Sur les porte-avions américains, ce n'était pas le cas. Tout blindage présent sur le plan horizontal se trouvait beaucoup plus bas dans le navire, sous les hangars. Il est important de noter que le blindage du pont des porte-avions britanniques ne couvrait pas toute la longueur du pont d'envol. Le hangar et son toit formaient une boîte blindée et les extrémités du pont d'envol étaient renforcées, mais pas entièrement blindées. Et soulignons également qu'il y a des points de vue extrêmes des deux côtés. Vous allez avoir certains qui vont dire oh oui, la marine royale était stupide, leurs porte-avions étaient inutiles, ils se sont détruits eux-mêmes, et n'importe quel porte-avions américain les écraserait et coulerait le grand cercueil métallique avec un seul coup, ces gens sont idiots. D'un autre côté, vous avez des gens qui diront oh bien, les porte-avions britanniques résisteraient à tout ce que les Américains pourraient leur lancer. Même si 98% du groupe aérien britannique est détruit, une seule bombe qui passe anéantira complètement le fragile jouet de bain américain. Ces gens sont aussi des idiots. Ce que nous allons examiner, ce sont les navires en question, les choix de conception qui influencent leur construction, les avantages et les inconvénients dans les domaines les plus importants, puis évaluer les résultats. Bien sûr, j'ai mon opinion, mais l'objectif principal est de présenter les faits pour que les gens prennent leurs propres décisions. Parce que franchement, même les principaux historiens navals ne sont pas tous d'accord sur l'efficacité ou non des approches des deux nations. Vous lisez Brown, Friedman, Dulling et Garski ou tout autre nombre d'historiens navals bien respectés, et chacun d'eux a sa propre interprétation. Donc pour moi, d'essayer de dire non, c'est la seule et unique et vraie interprétation serait de l'hubris à une échelle colossale. Pour les besoins de cette discussion, examinons 5 classes de navires. Nous allons examiner le Her Majesty's Ship Ark Royal, les classes Illustrious et Implacable de la Royal Navy. Et du côté américain, nous allons examiner les classes Yorktown et Essex, car ces 5 groupes de navires sont à peu près contemporains et ils couvrent la période en question. Le United States Ship Wasp original est écarté car il a été délibérément construit léger pour utiliser le tonnage du traité, et donc ce ne serait pas un exemple juste à utiliser. Les navires ont été conçus et construits dans cet ordre. L'Ark Royal, suivi par les Yorktown, puis les Illustrieuses, ensuite les Implacables et enfin les Essex. Le Her Majesty's Ship Indomitable, le dernier de la classe Illustrious, était en quelque sorte une maison à mi-chemin entre cette classe et les Implacables. Maintenant, la première chose à noter à propos des deux marines est que leurs porte-avions ont été conçus principalement pour opérer dans des environnements spécifiques, bien que, évidemment, les deux marines avaient des engagements mondiaux, et c'est assez révélateur dès le départ, surtout dans le cas de la Royal Navy. Les porte-avions américains ont été conçus pour opérer principalement dans le Pacifique contre le Japon. Les Yorktown, parce qu'à l'époque où les Yorktown étaient en construction, le Japon était considéré comme l'ennemi principal probable, et la plupart des Essex ont été construits lorsque le Japon était physiquement l'ennemi principal. En revanche, les Britanniques ont construit le Her Majesty's Ship Ark Royal lorsqu'ils croyaient également que l'ennemi le plus probable allait être le Japon, alors qu'au moment où les classes illustres et implacables ont vu le jour, l'ennemi le plus probable pour le Royaume-Uni était définitivement une puissance européenne. Cela a mené à des priorités différentes en matière d'autodéfense. Pour un porte-avions américain ou l'Ark Royal, dans les vastes étendues du Pacifique, l'ennemi le plus probable, et dans la plupart des circonstances imaginables, était le groupe de vol d'un autre porte-avions
ou éventuellement de petits groupes d'avions provenant de diverses petites bases insulaires, car personne ne s'attendait à ce que des avions comme le Zéro aient une portée plus comparable à celle d'un bombardier lourd qu'à celle d'un avion de combat. Dans tous les cas, de tels adversaires auraient un approvisionnement fini d'avions qu'un porte-avions ami pourrait égaler, car les deux côtés seraient confrontés à des contraintes opérationnelles similaires en ce qui concerne la taille et la charge utile des avions. De tels avions auraient également une charge de bombes et ou de torpilles plus limitée comparativement aux avions plus lourds qui pourraient être basés sur des aérodromes majeurs sur Terre, et tout groupe d'attaque ne serait pas entièrement composé d'avions d'attaque, puisque tout groupe de porte-avions devrait également transporter ses propres chasseurs. Par conséquent, le concept logique est apparu que la meilleure façon de défendre un porte-avions serait de l'équiper du plus grand nombre possible d'avions afin de correspondre et, espérons-le, submerger les attaquants entrants qui ne seraient pas en mesure de surpasser un tel groupe aérien sans déployer plus de coques de porte-avions dans le combat que la marine en question, et les États-Unis étaient assez sûrs qu'ils pourraient surpasser presque n'importe quelle combinaison potentielle d'ennemis. Dans ce scénario, vous briseriez et détruiriez les attaques entrantes avec vos propres avions, ou vous les affaibliriez suffisamment pour que les batteries anti-aériennes de la flotte et un peu d'esquive prudente permettent aux navires d'éviter d'être frappés du tout à. Votre grand groupe aérien pourrait actuellement monter une contre-attaque assez importante pour anéantir l'ennemi. Dans le théâtre européen, avec les eaux confinées de la Méditerranée et de la mer du Nord et les autres zones associées, la menace principale attendue, et en effet la seule menace à moins et jusqu'à ce qu'une autre marine européenne construise réellement un porte-avions fonctionnel, étaient les avions basés à terre. Ces derniers posaient deux problèmes significatifs, au-delà de l'opposition attendue dans le Pacifique. Premièrement, en plus des avions monomoteurs, vous pouviez vous attendre à des bombardiers moyens et lourds à 2, 3 et 4 moteurs transportant des bombes plus grosses et en plus grand nombre, ainsi qu'à des torpilles simples ou multiples. Encore plus crucial, avec de nombreux grands aérodromes pour opérer, on pouvait s'attendre à des assauts en nombre écrasant. Peu importe si votre porte-avions avait 1, 2 ou 3 escadrons de chasseurs si l'ennemi se présentait avec une demi-douzaine de ses propres escadrons de chasseurs et autant en avions d'attaque. En supposant que la compétence de votre ennemi était même à portée de voie de la vôtre, ces attaquants passeraient, et en assez grand nombre, et à ce moment-là, il serait inévitable que vous soyez touché. Il devient donc plus important de protéger votre navire de l'impact inévitable. Un certain nombre de jeux de guerre américains, les Fleet Problems des années 30, semblent également indiquer que celui qui attaquerait en premier aurait probablement coulé le ou les porte-avions ennemis sur le champ, et les performances croissantes des avions dans la période immédiatement avant l'invention et le déploiement du radar embarqué, spécifiquement dans le domaine de la vitesse, semblaient indiquer aux deux marines qu'il serait probable que les propres chasseurs d'un porte-avions ne puissent intercepter les attaques entrantes, à moins qu'ils ne soient déjà en l'air pour une raison quelconque. Les leçons tirées de cela étaient encore assez différentes, avec les Américains concluant que le plus grand groupe de frappe possible leur permettrait de faire autant de dégâts que possible, idéalement avant que l'ennemi ne les trouve, et sinon alors au moins faire plus de dégâts que la perte de leur propre porte-avions impliquerait. Les Britanniques, peut-être plus pessimistes, ont conclu qu'en dehors d'assez de chasseurs pour une patrouille aérienne de combat, l'accent principal devrait être mis sur la survie de l'inévitable afin de frapper à nouveau après avoir été touché. Il y avait un facteur supplémentaire. Alors que la plupart des avions basés sur des porte-avions pouvaient transporter des bombes de 250 ou 500 livres, on pouvait s'attendre à ce que les bombardiers terrestres et les bombardiers en piqué apportent plus régulièrement en jeu des bombes de 1000 livres ou plus, qui non seulement pouvaient frapper plus profondément, mais portaient beaucoup plus de puissance explosive. Et donc le risque de dommages mortels même d'un ou deux coups était beaucoup plus significatif lorsqu'on affrontait des adversaires terrestres, et bien sûr, on ne peut pas couler un aérodrome, ce qui signifiait que l'on pouvait s'attendre à jour après jour après jour d'attaques soutenues, et même si vous avez réussi à traverser une défense aérienne terrestre beaucoup plus grande et à éliminer un aérodrome, il y aurait une demi-douzaine d'autres à portée, et une piste était relativement facile à réparer car elle n'avait pas besoin de passer des semaines ou des mois à aller et venir d'un dock sec. Cela a à son tour dicté la décision de base sur l'utilisation ou non d'un pont blindé. Pour les classes illustres et implacables conçues pour opérer à portée des forces aériennes terrestres massives, ce n'était pas du tout un choix.
ils allaient être attaqués, aucun groupe aérien qu'ils pourraient obtenir sur un seul porte-avions ou plusieurs porte-avions ne serait capable d'arrêter une attaque terrestre massive, et vous pouviez raisonnablement vous attendre à être touché en conséquence. Pour l'Ark Royal, les Yorktown et les Essex opérant en théorie loin d'un soutien terrestre majeur contre des groupes aériens plus limités, si vous pouviez mutiler une ou deux grandes vagues d'attaque, vous pourriez raisonnablement conclure que le danger était terminé et qu'il était peu probable que l'ennemi puisse vous submerger totalement, et donc le pont d'envol était gardé non blindé pour maximiser le groupe aérien. Alors, quel impact ces décisions et d'autres ont-elles eu sur l'opération générale et sur le groupe aérien du navire? Nous allons examiner plusieurs facteurs qui ont influencé la taille et les capacités de frappe du groupe aérien d'un porte-avions et voir comment ils ont été affectés par ou ont affecté le choix de ponts d'envol blindés ou non blindés. Donc, les parcs de ponts. L'une des autres grandes différences dans les premières carrières opérationnelles de divers navires était l'utilisation de parcs de ponts. C'est là qu'une partie de vos avions sont stockés sur le pont d'envol au lieu d'être dans le hangar. Pour les porte-avions américains, c'était une évidence, augmentant le nombre d'avions opérationnels pouvant être transportés grâce à l'espace de stockage supplémentaire offert. Les avions sont bien sûr remplis de choses qui aiment brûler et exploser, mais avec un pont d'envol qui offrait peu de résistance aux bombes, cela ne faisait guère de différence où se trouvaient les avions lorsqu'une bombe frappait. En fait, les avoir sur le pont était dans certains cas plus sûr, puisqu'un avion en flammes pouvait être poussé par-dessus bord s'il prenait feu, alors que le même avion en feu dans le hangar était un problème beaucoup plus complexe et mortel. La météo était aussi un facteur. Dans le vaste Pacifique, hormis quelques typhons, la mer était généralement assez calme, rendant le stockage des avions sur le pont peu risqué en termes de dommages ou de pertes. En revanche, en mer du Nord, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les avions sur le pont tombent ou soient emportés par-dessus bord ou soient endommagés ou même arrachés par les tempêtes assez régulières et les mers agitées rencontrées. La Méditerranée était généralement un peu plus calme, mais quand elle se déchaînait, ce qu'elle faisait régulièrement, elle se déchaînait vraiment, et étant une étendue d'eau fermée, il y avait peu d'endroits où vous pouviez réellement aller, alors que dans le Pacifique, vous pouviez généralement éviter un typhon si vous étiez prévenu suffisamment à l'avance. Ainsi, malgré l'espace de stockage du hangar, un porte-avions américain équivalent pouvait généralement transporter plus d'avions au total, risquant de perdre une partie de son groupe aérien dans des conditions météorologiques très mauvaises. L'extrême de cela a été observé suite à l'un des principaux typhons ayant frappé le théâtre du Pacifique vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs porte-avions américains avaient perdu beaucoup d'avions, et les ponts d'envol plus légers de certains navires avaient subi des dommages structurels importants. L'amiral Halsey, voyant l'état de ses propres navires, a signalé aux navires proches de la flotte du Pacifique britannique de signaler leur état après le typhon. Le Her Majesty's Ship Indéfatigable, dont le hangar blindé, la proue fermée et le pont d'envol avaient résisté à tout cela sans problème, a plutôt impudemment signalé en retour « Quel typhon ?» Nous regardons maintenant les hangars. Ils ont été fortement touchés par les choix de conception. Les porte-avions américains avaient tendance à opter pour un hangar dit ouvert et les porte-avions blindés britanniques pour un hangar fermé, en petite partie à cause du temps, mais en grande partie à cause de la nature du pont d'envol. Un pont d'envol blindé nécessitait beaucoup de soutien, avec des côtés faisant partie de la coque. Cela signifiait des poutres de soutien plus épaisses, occupant plus d'espace et limitant le volume disponible, mais offrant une plus grande sécurité si l'armure du pont tenait, puisque tous les côtés du hangar étaient également blindés contre les éclats, explosions, obus et tirs d'armes à feu. La hauteur du hangar était également prise en compte. Au moment où ils ont été conçus, ils s'adapteraient bien sûr aux avions utilisés, mais s'ils étaient construits juste assez haut, les futurs avions pourraient ne pas s'adapter. Dans le cas des porte-avions britanniques, en raison des contraintes d'espace et de poids imposées par les systèmes défensifs, y compris l'armure, les hauteurs des hangars étaient généralement plus basses, ce qui les empêcherait d'exploiter certains types d'avions modernes plus tard dans leur vie. Fait intéressant, alors que le Yorktown, l'Illustrious et l'Essex ont tous opté pour un seul hangar, l'Illustrious ayant un hangar d'environ 1 mètre plus bas que les navires américains, l'Ark Royal Indomitable et les Implacables avaient en réalité 2 ponts de hangar,
bien que dans ce dernier, les deux ponts n'étaient que de 4 mètres de haut comparé à un peu plus de 5 mètres dans les navires américains. Le hangar unique de l'Illustrious représentait en réalité environ 4/5 de la surface au sol d'un Yorktown, et l'Indomitable et l'Implacable avaient plus d'espace que le design américain. Mais le parc de pont des Yorktown permettait en pratique de transporter un plus grand nombre total d'avions opérationnels, avec bien sûr l'Essex qui prenait le biscuit et le gâteau aussi, avec le plus grand nombre d'avions opérationnels, plus beaucoup de pièces de rechange, y compris des carrosseries d'avions. Cependant, chose intéressante avec le parc de pont impliqué, l'Implacable devient en fait le navire le plus efficace en termes d'avions transportés par tonne, probablement grâce à ce second hangar, en supposant bien sûr qu'ils rentrent tous. Il convient de mentionner que le nombre d'avions à bord des porte-avions américains variait souvent à divers degrés par rapport au nombre d'avions opérationnels, en raison de la pratique consistant à transporter des avions de rechange attachés au toit du hangar dans divers états d'assemblage, alors que les Britanniques optaient pour la classe de porte-avions de soutien Licorne pour gérer le problème de la réparation et du réapprovisionnement des avions. Par exemple, à un moment de sa carrière, le Yorktown transportait théoriquement 88 avions, mais 22 d'entre eux étaient des pièces de rechange non opérationnelles, avec 66 en état de vol. Mais à d'autres moments, il semblait transporter moins d'avions, mais était en réalité capable d'en faire voler plus. Les avions eux-mêmes, les avions utilisés par les différentes marines, comme les Avengers et les Corsaires, étaient pertinents pour évaluer leur capacité globale vers la fin de la guerre, étant présents sur les porte-avions des deux marines. Mais la marine américaine avait des conceptions d'ailes pliantes bien plus efficaces pour ses avions de porte-avions, ce qui était particulièrement révélateur au début de la guerre quand les deux marines utilisaient des appareils très différents. Les Britanniques avaient tendance à avoir des avions qui repliaient leurs ailes autour et en arrière, tandis que les avions américains repliaient leurs ailes droit vers le haut, profitant de leur hangar plus haut. De plus, les avions de porte-avions américains étaient généralement un peu plus petits que leurs homologues britanniques, ce qui permettait d'en faire entrer davantage dans un espace restreint. Le Wildcat et le Dauntless étaient plus petits que leurs contemporains de la Royal Navy, le Fulmar et le Skua. Seuls les bombardiers et torpilleurs américains, le Devastator et l'Avenger, avaient une tendance à être légèrement plus grands par rapport à leurs équivalents, le Swordfish et le Barracuda. Et de manière utile pour la marine des États-Unis, les bombardiers torpilleurs étaient transportés en plus petit nombre par rapport aux bombardiers en piqué et aux chasseurs dans les deux navires de la marine. En somme, l'exploitation des avions signifiait que pour un espace donné, les Américains étaient généralement capables de loger quelques avions de plus par rapport aux Britanniques, du moins jusqu'à ce qu'ils commencent à utiliser globalement les mêmes machines. Examinons maintenant l'armement antiaérien. Une partie de l'espace et du poids alloué à tout porte-avions de cette période est constituée de sa batterie anti-aérienne. En utilisant l'armement anti-aérien conçu pour le navire, nous pouvons voir où se situent les priorités des deux marines. Il est évident que tous les porte-avions recevraient des améliorations et des canons supplémentaires plus tard dans leur vie, mais c'est pour des raisons évidentes au-delà de ce pourquoi ils ont été conçus. Ce qui est intéressant, c'est que cela montre que c'était en fait la Royal Navy et non la marine des États-Unis qui accordait beaucoup plus d'importance à la capacité du navire à se défendre lui-même lorsque vous regardez l'ensemble total de l'armement anti-aérien, en comptant et en décomptant l'armement anti-aérien léger jusqu'à 20 mm, qui est devenu progressivement obsolète pendant la guerre, tant en termes de nombre total de canons qu'en termes de puissance de feu par tonne, la Royal Navy est nettement en avance, même en comparant deux classes construites avec une certaine expérience de guerre, à savoir les Implacables et les Essex. Maintenant, vous pouvez débattre pendant des heures de l'efficacité particulière de n'importe quel canon anti-aérien donné. Les mitrailleuses et les canons de 1,1 pouce sur les porte-avions plus anciens s'étant révélés plutôt insuffisants, remplacés par une variété de 40 mm, qu'il s'agisse de Bofas ou de Pom-Pom, et de 20 mm Oerlikon sur les navires plus récents. Mais il est clair que d'un point de vue de conception, la Royal Navy s'attendait clairement à ce que ces navires aient à se défendre, ainsi qu'à se protéger indépendamment de leurs groupes aériens, bien plus que la marine des États-Unis. Cet engagement supplémentaire en défense anti-aérienne, avec tout le poids associé, les munitions, les quartiers d'équipage supplémentaires et autres matériels et réserves, réduirait évidemment la capacité du porte-avions à opérer et transporter des avions.
Examinons à présent les dimensions du bateau. Ce qui n'est pas toujours apprécié, c'est la taille des différents porte-avions. Les gens supposent souvent qu'ils sont de taille similaire, mais c'est loin d'être vrai. Les porte-avions américains avaient tendance à tirer moins d'eau et à être légèrement plus étroits à la ligne de flottaison, mais aussi à être considérablement plus longs. Le déplacement varie également, celui de Yorktown étant le plus petit de loin et celui de l'Essex le plus lourd avec une marge encore plus grande. La plus grande densité volumétrique due à l'armure et aux batteries anti-aériennes lourdes sur les porte-avions britanniques peut être observée par le fait que bien que les trois classes britanniques variaient de juste plus de 2000 tonnes à près de 4000 tonnes plus lourdes, elles étaient toutes considérablement plus courtes que les Yorktowns et beaucoup plus courtes que les Essex, beaucoup plus lourds. Cette différence de dimension physique, en particulier la longueur, qui était possible grâce à leur construction plus légère, permettrait aux navires américains plus d'espace et donc plus d'avions par tonne dans les Yorktowns. La densité sectionnelle de la classe Essex était cependant beaucoup plus élevée, au même niveau que les navires britanniques, mais elle avait un pont de hangar blindé presque aussi épais que le pont d'envol du porte-avions britannique, ce qui explique probablement cela, ainsi que pourquoi son ratio d'avions par tonne est nettement pire que celui de Yorktown. Son principal avantage sur tous les autres porte-avions en construction était simplement sa taille pure, lui donnant plus de capacité indépendamment de tout autre facteur. Puisque les Essex, même dans leur version plus courte, étaient conçus avec environ 4000 tonnes de déplacement de plus que le porte-avions le plus grand en construction dans les deux marines, et on finit avec un déplacement standard qui était considérablement plus grand, et en partie à cause de cela, ils sont environ 100 pieds plus longs que les porte-avions blindés britanniques et presque aussi larges. Cela ne veut pas dire que les Essex n'étaient pas un bon design, ils l'étaient très certainement, mais en même temps, on s'attendrait à ce qu'un navire de plusieurs milliers de tonnes de plus et de 100 pieds de plus soit un meilleur porte-avions, même s'il n'était qu'un design moyen. Donc sa marge de supériorité sur tout le reste n'est pas exactement surprenante. Maintenant, regardons la durabilité des navires. C'est là que la plupart des débats sur les deux philosophies de conception ont tendance à se concentrer. Il y a en fait vraiment trois formes de durabilité à considérer qui sont souvent négligées. L'une est la durabilité tactique. C'est essentiellement si vous frappez le navire, peut-il s'en sortir avec son système de protection en évitant ou en minimisant les dégâts, à tel point que le navire peut soit continuer les opérations tactiques immédiates, soit être remis en état de fonctionnement en temps opportun. Si le navire échoue à ce test, alors vous devez passer aux deux. Durabilité survivable. C'est si un navire prend un coup et est mis hors d'action par des dommages sévères, le navire peut-il survivre assez longtemps pour atteindre le port d'attache et être remis en action par un dock sec? Cela inclut aussi, à l'extrémité inférieure, les dégâts qui rendent le navire inopérant pour la majeure partie ou la totalité de l'opération tactique en cours, même si une certaine capacité opérationnelle est rétablie ultérieurement. À l'extrémité supérieure, cela couvre le scénario du navire étant quasiment une épave, mais flottant toujours. Après tout, un navire endommagé peut être réparé. Un navire qui coule ou est irrécupérable est une perte totale. Et enfin, vous avez 3, la durabilité stratégique, c'est en supposant que le navire est si gravement endommagé qu'il nécessite du temps de chantier naval. Cet aspect couvre combien de temps il a besoin dans le dock comparable à l'attaque dirigée contre lui, et aussi comment l'attaque affecte fondamentalement le navire en question dans les opérations ultérieures. Par exemple, si le navire est torpillé, mais après les réparations, il fonctionne comme neuf, alors c'est bon dans cette catégorie. Inversement, si un navire est torpillé au même endroit par la même arme et serait désormais toujours limité en vitesse maximale en raison de l'impact déformant les cadres de coque, alors le navire est assez mauvais dans cette catégorie. La durabilité doit être considérée sur une base par navire. Le nombre de navires présents ou en attente de remplacement importe peu. Si votre voiture tombe en panne après 24 heures et nécessite une semaine de réparation, le fait d'en avoir une douzaine d'autres alignés et de pouvoir simplement les faire défiler pour rester sur la route montre à quel point elles sont bon marché. Ne rend pas les voitures elles-mêmes particulièrement durables, bien que votre système de transport le soit.
Il a bien sûr été beaucoup écrit à ce sujet. Certaines choses sont bonnes et d'autres horriblement biaisées dans les deux sens, certaines des dernières semblant très informées, mais mélangeant de pure fausseté avec quelques faits. Il y a donc deux principaux types d'attaques où cette différence de durabilité entre en jeu. Attaque de bombardement conventionnelle et kamikaze. Cela signifie que nous excluons les navires qui ont été coulés par des torpilles, des tirs d'artillerie, etc., à moins qu'ils n'aient également été attaqués précédemment d'autres manières, auquel cas la manière dont ils ont résisté à cette attaque est pertinente, mais leur perte face aux torpilles ne l'est pas, puisque évidemment les torpilles ne frappent pas les ponts d'envol. À cet égard, la durabilité tactique des porte-avions britanniques est assez surprenante comparée à celle des navires américains. Alors, regardons d'abord les impacts de bombes. Prenons l'exemple de l'United States Ship Hornet. Elle a été perdue durant la bataille des îles Santa Cruz. Maintenant, son naufrage était principalement dû au coup de torpille qu'elle a reçu, mais lors de la première attaque, nous pouvons également voir qu'elle a été touchée par 3 bombes de juste plus de 500 livres chacune, plus un kamikaze non intentionnel ainsi que les torpilles. 2 de ces bombes étaient semi-perforantes et elles pénétreraient jusqu'à 3 ponts et causeraient des dégâts majeurs. Au total, 97 hommes perdraient la vie à cause des impacts des 4 bombes et du kamikaze, et le navire serait incapable de poursuivre les opérations de vol. Les combattants combinés de Hornet et Enterprise n'ont pas pu empêcher les frappes d'arriver et de porter leurs coups. Bien que ce soit les torpilles des premières et deuxièmes attaques qui l'auraient envoyé par le fond, il ne fait aucun doute que le navire n'aurait pas pu continuer ses opérations sans une réparation majeure si les torpilles n'avaient pas touché. Lors de cette bataille, l'Enterprise a subi 2 impacts directs et 2 quasi-missiles de bombes similaires, causant des dégâts majeurs, 44 morts, et forçant le navire à se retirer pour réparation, bien qu'il ait pu récupérer des avions. Les affrontements fréquents de l'Enterprise avec la marine impériale japonaise offrent plusieurs autres exemples. À la bataille des Salomons orientales, elle a reçu 3 coups de bombe de 250 kg. 2 semi-perforants ont de nouveau pénétré plusieurs ponts et ont causé de lourds dégâts, ainsi qu'une bombe à usage général qui a explosé au contact du pont à côté de 4 Casimis. Dans ce cas, elle a de nouveau pu récupérer des avions assez rapidement après les attaques au coût de 77 morts, mais aurait besoin de plusieurs mois de réparation pour être à nouveau capable de combattre. Yorktown perdrait 66 hommes à Coral Sea à cause d'un seul coup pénétrant d'une bombe de 250 kg, qui paralyserait également ses moteurs et nécessiterait 3 mois de réparation. À Midway, des éclats d'une détonation sur le pont ont déclenché un incendie dans le hangar, un autre coup a pénétré et a mis hors service certains de ses moteurs, et un troisième est passé par le côté dans la zone de l'un des ascenseurs et a provoqué un incendie. Collectivement, ces éléments ont arrêté le navire. Un excellent contrôle des dommages a permis de ramener progressivement le navire à une vitesse opérationnelle. Et travaillait à la reprise des opérations de vol pour les avions encore sur le pont lorsqu'une frappe de torpille fatale est arrivée. En regardant les navires britanniques, le Her Majesty's Ship Illustrious subirait 5 quasi-missiles de bombes de 500 et 1000 kg, plus un total de 7 coups d'un mélange de bombes de 250 et 500 kg, ainsi qu'une seule bombe de 1000 kg. Croyez-le ou non, elle a encore pu fonctionner comme un porte-avions jusqu'à ce que la bombe de 1000 kg frappe. Ce qui, selon les analyses, a à peine vaincu le pont blindé. Mais le coup a déclenché des incendies et causé des dommages qui l'ont mise hors service en tant que porte-avions, bien que le rapport de dommages ait noté qu'en déclenchant le fusible de la bombe et en ralentissant sa descente, le pont blindé a fait en sorte que la bombe a explosé dans le hangar et non plusieurs ponts plus bas où elle aurait pu causer des dommages dévastateurs. Illustrious a pu rentrer en sécurité par ses propres moyens au port et elle a subi 126 morts et a nécessité des mois de réparation dans un certain nombre de docks. La Luftwaffe a bombardé le premier dock, ce qui n'a pas aidé la situation. Avant de se diriger vers les États-Unis pour finir les réparations et le réaménagement, Indomitable subirait 2 coups et 3 quasi-missiles principalement de 550 livres d'armes, aucun d'entre eux ne frapperait les sections blindées.
Ils ont réussi à la sortir des opérations de vol et à tuer 46 membres de l'équipage, nécessitant plusieurs mois de réparation, mais pendant la même opération, Victorious a été touché par deux petites bombes qui ont frappé le pont d'envol blindé, ce qui, selon l'équipage, a fait rebondir les bombes par-dessus le bord comme des balles de cricket sans causer de véritables dommages. Formidable prendrait deux coups et un quasi-missile d'une bombe de 2200 livres, mais restait opérationnel, bien que les bombes n'aient pas frappé en plein centre, avec 12 morts suite aux attaques. En somme, ce bref résumé indiquerait que les porte-avions britanniques auraient tendance à subir moins de morts pour un poids d'explosifs donné, et dans certains cas pourraient rester plus opérationnels. Mais en regardant les batailles et les opérations où ces incidents se sont produits, ils n'ont pas pu infliger autant de dommages à l'ennemi que les porte-avions américains en échange de leurs propres dommages. De plus, compte tenu des effets des bombes de 550 livres, il est douteux que les navires américains auraient survécu aux coups que l'Illustrious a subis. Cependant, en raison des dommages subis, les navires britanniques nécessiteraient plus de temps en chantier naval pour être réparés, tandis que les navires américains, bien que plus gravement touchés, auraient besoin de moins de temps en cale sèche avant de retourner en service opérationnel. Maintenant, en passant aux kamikazes, les porte-avions des deux nations subiraient de multiples coups, y compris de nombreux coups indirects qui ont fait relativement peu de dégâts. Néanmoins, en observant les kamikazes qui ont frappé fort, une différence majeure ressort. Dans ces attaques, les conditions différaient généralement un peu des attaques à la bombe. Les bombes portées par les kamikazes avaient tendance à peser environ 250 kg, mais leur capacité à percer l'armure était quelque peu diminuée, soit parce qu'elles étaient encore attachées à l'avion, soit parce qu'elles venaient tout juste d'être libérées. En même temps, la masse de l'avion lui-même et les effets de tout carburant encore à bord avaient tendance à ajouter des risques d'incendie supplémentaires à tout impact. Chaque porte-avions blindé britannique, à l'exception de l'Implacable, qui semblait avoir une vie charmée, serait touché par au moins une attaque kamikaze, et certains plus d'une. Cependant, à l'exception d'une attaque sur le Formidable, où un fragment de plaque d'armure déplacé par l'impact de la bombe a endommagé certains des moteurs et réduit temporairement la vitesse, la somme de toutes ces attaques kamikazes a causé des dommages minimes et des pertes minimales, avec les navires universellement de retour en pleine opération de vol en quelques heures, et parfois moins, avec tous les dommages réparés plus tard en dock, une fois l'opération tactique à laquelle les navires participaient terminée. Inversement, parmi les navires des classes considérées, l'Enterprise, l'Essex, l'Intrepid, le Randolph, le Ticonderoga, le Bunker Hill et le Franklin ont tous subi des coups de kamikaze qui ont causé des dommages majeurs et ont forcé les navires à se retirer pour réparation avec des pertes significatives, le Ticonderoga, le Bunker Hill et le Franklin étant préservés uniquement grâce aux excellents efforts de contrôle des dommages de leurs équipages. Dans tous ces cas, la différence principale semblait avoir été le pont d'envol. Les ponts blindés britanniques ont arrêté les attaques pratiquement de plein fouet avec peu de dommages en dessous du niveau du pont d'envol. Dans quelques cas, les attaques étaient considérées comme éraflantes parce que les kamikazes tombaient solidement sur le pont du navire, mais rebondissaient simplement ou glissaient sur le côté, tandis que les attaques sur les porte-avions américains percèrent le pont où ils faisaient un grand trou, avec pour effet que des dommages importants et un incendie se propageaient dans le hangar, qui était bien sûr rempli de matériaux plus inflammables et explosifs, ce qui conduisait à une conflagration beaucoup plus grande et à des dommages plus importants en résultat. Hancock semblait avoir à la fois une terrible et brillante chance en même temps, étant touché plusieurs fois par des fragments de kamikazes que son artillerie anti-aérienne avait à peine réussi à abattre, ce qui a eu pour conséquence que le navire n'a jamais été hors d'action pendant plus de quelques heures. Dans l'ensemble, les porte-avions britanniques semblent avoir eu une survivabilité tactique nettement supérieure, en particulier contre les kamikazes. Les porte-avions des deux nations semblent avoir eu une bonne durabilité de survie, bien que l'avantage ici irait toujours, je pense, aux porte-avions britanniques, car ils avaient tendance à être arrêtés dans l'eau beaucoup moins souvent, et quelques pertes dues à des attaques de torpilles dans la marine des États-Unis pourraient être attribuées aux navires étant retardés par de tels dysfonctionnements et arrêts de moteurs. Les efforts remarquables de contrôle des dommages américains ont permis de sauver plusieurs navires que beaucoup auraient jugés irrécupérables.
En termes de durabilité stratégique, les navires américains semblent avoir été réparés beaucoup plus rapidement, bien que l'on puisse soutenir que c'était parce que si vous endommagiez un porte-avions britannique à travers son blindage suffisamment pour avoir besoin d'un dock, vous aviez probablement fait beaucoup plus de dégâts, mais néanmoins, aucune des deux nations n'a perdu un porte-avions de flotte des types considérés à des attaques associées à des bombes ou des kamikazes seuls, avec toutes les pertes de coques venant finalement de frappes de torpilles. En évaluant à partir de cela, il semblerait que le système blindé britannique était préférable d'un point de vue de la conservation d'un navire en vie et en action, et la marine des États-Unis semblait être d'accord, puisque de nombreux rapports provenant à la fois des officiers de première ligne et des évaluations à domicile avaient une bonne opinion de la survie des porte-avions britanniques et encourageaient l'utilisation d'un système similaire sur leurs propres navires. En grande partie, grâce à ces recommandations, la classe Midway et les porte-avions américains suivants auraient un pont d'envol blindé. Cependant, les Américains n'ont pas adopté le hangar blindé et en effet, les Britanniques l'abandonneraient également dans leur conception d'après-guerre. De plus, la survie d'un porte-avions n'est qu'une partie de sa capacité en tant que système d'armes opérationnel. La discussion sur les ponts d'envol blindés contre non blindés se concentre sur les navires eux-mêmes, ce qui convient à la plupart des navires de guerre, mais pour les porte-avions dont le but principal est atteint par les avions, ce n'est pas toute l'image. Les porte-avions britanniques étaient limités en taille de groupe aérien et en type d'avion, même plus tard lorsque leurs groupes aériens globaux ont augmenté en raison du stationnement sur le pont et d'autres mesures. Cela était en partie dû au fait qu'il s'agissait simplement de navires plus petits, mais il y avait aussi un certain degré d'effet dû au poids plus important des caractéristiques défensives. Cela impliquait que les pertes d'avions avaient un impact plus important sur leur groupe de vol et réduisaient leur puissance de frappe globale. Par exemple, les attaques kamikazes ont laissé les porte-avions eux-mêmes relativement indemnes, mais les avions détruits lors de ces attaques ont compromis leur capacité à continuer à se battre, bien que l'envers de la médaille soit bien sûr quelque chose comme Bunker Hill étant complètement hors d'action, était une perte de 100% du groupe aérien. Cependant, c'est la puissance de frappe globale qui est là où, sans surprise, les porte-avions américains ont un avantage. Vous pourriez faire valoir de manière assez convaincante que la classe Illustrious aurait pu survivre confortablement et rester opérationnelle pendant les nombreux coups que le Hornet, Yorktown et Enterprise ont subis lors de la première moitié de la campagne du Pacifique, mais vous auriez très peu de chances de prétendre qu'ils auraient infligé des dégâts aussi importants que ceux que les porte-avions américains ont infligés à la marine impériale japonaise à Coral Sea, Midway, Santa Cruz, Eastern Solomons, etc. À ce moment-là, il est parfaitement valide de se demander ce qui est préférable. Perdre un ou deux porte-avions en échange de la destruction de plusieurs porte-avions ennemis, ou conserver tous vos porte-avions, mais en même temps l'ennemi conserve la plupart ou la totalité des siens, c'est une décision qui, évidemment, chacun doit prendre pour lui-même. Globalement, le fait que les deux Marines adopteraient des éléments de la conception de l'autre, et cela étant des ponts d'envol blindés dans la marine américaine, et des groupes de vol plus importants dans la Royal Navy, respectivement, entre autres choses, me laisserait à penser que le véritable optimum se situe quelque part au milieu. Cependant, sur la base des informations fournies dans cette vidéo, je laisse aux spectateurs le soin de faire leur propre évaluation finale quant à savoir quel était le meilleur système d'armes ou s'ils étaient simplement deux faces du même pièce travaillant vers un design de but commun éventuel. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Pensez à commenter le post épinglé pour les questions de cale sèche.